Europe. Sous une croûte de glace dure comme de la roche, se cache peut-être le plus grand secret du système solaire. Un océan si vaste qu'il contient 2 fois plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Un monde où la vie pourrait exister en ce moment même, dans l'obscurité totale, à des millions de kilomètres du Soleil. Mais voici le plus troublant. Nous n'avons jamais vu cet océan. Nous ne savons même pas avec certitude qu'il existe. Et pourtant, tous les indices convergent vers la même conclusion terrifiante. Europe n'est pas morte. Elle est peut-être vivante. Imaginez une sphère de glace qui flotte dans le vide cosmique. Une bille blanche marquée de cicatrices rouges et brunes, comme si quelque chose l'avait déchirée de l'intérieur. Aucune montagne ne s'élève de sa surface. Aucun cratère profond ne la défigure. Elle est lisse, presque parfaite, plus lisse que n'importe quel objet solide connu dans l'univers. Mais cette perfection est un mensonge. Cette surface parfaite cache une violence inimaginable. Sous la glace, quelque chose bouge. Quelque chose veut sortir. Pendant des siècles, Europe n'était qu'un point lumineux dans le ciel jovien. Un satellite parmi d'autres, tournant autour du géant gazeux dans un balai éternel. Personne ne soupçonnait ce qu'elle cachait. Personne n'imaginait qu'un jour, cette petite lune deviendrait l'un des lieux les plus fascinants du cosmos. Le premier endroit au-delà de la Terre où nous pourrions réellement trouver de la vie. Pas des fossiles, pas des traces anciennes, de la vie maintenant, dans l'obscurité glacée d'un océan extraterrestre. La question n'est plus de savoir si nous devrions chercher. La question est, sommes-nous prêts pour ce que nous pourrions découvrir ? Avant de plonger dans ce mystère, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime, parce que ce que vous allez entendre changera votre vision du système solaire pour toujours. L'histoire commence par un homme qui regardait le ciel avec un tube rempli de lentilles. L'année, 1610. Le lieu, Padoue, en Italie. Galileo Galilei pointe son télescope vers Jupiter et découvre quelque chose qui va bouleverser l'astronomie. 4 points lumineux dansent autour de la planète géante. 4 mondes inconnus qui tournent non pas autour du Soleil, mais autour de Jupiter. La révolution commence. Le concept même de l'univers doit être révisé. Si des mondes peuvent orbiter autour de Jupiter, alors la Terre n'est pas le centre de tout. Le modèle géocentrique vieux de 2000 ans s'effondre. Parmi ces 4 lunes, l'une attire particulièrement l'attention. Plus petite que notre lune, elle brille d'un éclat pâle et mystérieux. Galilei la nomme simplement Lune 2. Ce n'est que plus tard qu'elle reçoit son nom définitif, Europe, du nom d'une princesse de la mythologie grecque enlevée par Zeus, déguisée en taureau blanc. Un nom prophétique pour un monde qui garde ses secrets bien cachés. Dans le mythe, Europe est emmenée vers un lieu inconnu, caché aux yeux du monde. La lune Europe, elle aussi, cache quelque chose que personne ne peut voir. Pendant plus de 3 siècles, Europe reste une énigme. Un point dans le ciel, rien de plus. Les télescopes de l'époque ne révèlent qu'une surface blanche, uniforme, sans relief apparent. Les astronomes notent sa luminosité exceptionnelle. Europe réfléchit presque toute la lumière qu'elle reçoit. Sa surface doit être faite de glace pure, conclut-il. Une boule de glace morte, figée dans le froid cosmique. Ils ont raison sur un point, c'est de la glace. Mais ils se trompent complètement sur le reste. Les premières mesures précises arrivent au XXe siècle. Europe mesure 3122 km de diamètre. Un peu plus petite que notre Lune, qui en fait 3475. Sa masse est trop faible pour être principalement rocheuse. Les calculs de densité confirment qu'elle contient beaucoup d'eau glacée. Mais à l'époque, personne n'imagine qu'une partie de cette eau pourrait être liquide. Le système jovien est trop froid, trop éloigné du Soleil. L'eau devrait être figée jusqu'au cœur. C'est ce que tous les modèles prédisent. Les scientifiques sont convaincus qu'Europe est un monde mort, une relique gelée de la formation du système solaire. Rien de plus intéressant qu'un gros glaçon cosmique. En 1979, tout change. La sonde Voyager 1 arrive dans le système jovien. Pour la première fois de l'histoire, l'humanité voit Europe de près. Les images transmises laissent les scientifiques bouche bée. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Au lieu d'une surface uniforme et ennuyeuse, ils découvrent un monde zébré de lignes, de fissures, de crêtes. La surface d'Europe est un puzzle géant. Des lignes brunes et rougeâtres zigzaguent dans toutes les directions, se croisant, se chevauchant, formant un réseau complexe qui couvre la totalité de la Lune. Certaines lignes s'étendent sur des milliers de kilomètres. Imaginez des cicatrices qui traverseraient un continent entier d'un bout à l'autre. D'autres forment des arcs parfaits, comme tracés au compas. D'autres encore créent des motifs en forme de S, comme si la croûte glacée avait été tordue par une force invisible. Ces structures ne ressemblent à rien de connu sur les autres lunes du système solaire. Io, la voisine d'Europe, est couverte de volcans. Callisto et Ganymède, les 2 autres grandes lunes galiléennes, sont criblées de cratères d'impact. Mais Europe est unique.
Sa surface raconte une histoire de mouvement, de fractures, de renouvellement constant. Les cratères sont presque absents. Sur la plupart des lunes du système solaire, les cratères d'impact s'accumulent pendant des milliards d'années, transformant la surface en un champ de bataille cosmique. Chaque astéroïde, chaque comète qui percute la surface laisse une marque permanente. Sur notre Lune, on peut encore voir les cratères formés il y a 4 milliards d'années, mais pas sur Europe. On en compte seulement quelques-uns, et ils sont tous relativement jeunes. Cela ne peut signifier qu'une chose, la surface est jeune, très jeune. À l'échelle géologique, elle date d'hier. Les scientifiques estiment que la surface visible d'Europe n'a que 40 à 90 millions d'années. Cela peut sembler vieux, mais comparé aux 4 milliards et demi d'années d'âge du système solaire, c'est infime. Comme si Europe se renouvelait constamment. Quelque chose efface les cratères, quelque chose renouvelle la surface en permanence. Mais quoi ? Qu'est-ce qui pourrait maintenir une Lune aussi petite, géologiquement active, alors que notre propre Lune, bien plus grande, est morte depuis des milliards d'années ? La chaleur interne d'un corps céleste devrait s'épuiser rapidement quand il est petit. Europe ne devrait avoir aucune activité géologique. Et pourtant, les preuves sont là, gravées dans la glace. Les scientifiques examinent les images encore et encore. Ils mesurent, calculent, débattent. Des équipes du monde entier se penchent sur ces photographies mystérieuses. Une hypothèse commence à émerger, si audacieuse qu'elle semble presque impossible. Et si la glace n'était pas solide jusqu'au centre ? Et si, sous cette croûte figée, il y avait quelque chose de liquide ? Et si Europe cachait un océan ? Cette idée paraît folle à première vue. Europe se trouve 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. À cette distance, le rayonnement solaire est 25 fois plus faible. La température de surface avoisine moins 160 degrés Celsius. À une telle température, l'eau devrait être figée comme du béton, plus dure que la roche. Un océan liquide ne peut pas exister là-bas. C'est impossible, thermodynamiquement absurde. Et pourtant, les preuves s'accumulent, refusant d'être ignorées. Les lignes et les fissures qui zèbrent la surface ressemblent étrangement aux banquises terrestres. Sur Terre, quand la glace flotte sur l'eau et que les courants la déplacent, elle se brise et forme exactement ce genre de motif. Des blocs qui s'écartent, se chevauchent, se tordent sous la pression. C'est le même processus qu'on observe dans l'océan Arctique, dans l'océan austral, partout où la glace dérive sur l'eau. Les géologues spécialisés dans les régions polaires regardent les images d'Europe et voient des structures qu'ils reconnaissent immédiatement. Des crêtes de pression, des zones de cisaillement, des plaques qui se sont écartées puis refermées. Mais sur Europe, ces structures s'étendent sur des continents entiers. Regardez de plus près. Certaines zones montrent des plaques de glace qui se sont séparées, ont dérivé sur plusieurs dizaines de kilomètres, puis se sont refigées dans une nouvelle position. Imaginez un puzzle dont les pièces ont été mélangées. Les bords correspondent encore, vous pouvez voir qu'ils étaient autrefois joints, mais tout est décalé. Les scientifiques peuvent littéralement assembler ces morceaux virtuellement et reconstituer leur position d'origine. C'est exactement ce qu'on voit sur Europe. Les scientifiques appellent ces régions le terrain chaotique, des zones où la croûte s'est complètement effondrée, brisée en milliers de morceaux, avant de geler à nouveau dans un désordre total. Comme si quelque chose sous la surface avait fait fondre la glace par en dessous, laissant les blocs flotter librement pendant un moment avant que le froid ne reprenne ses droits. Imaginez un iceberg qui dérive dans un océan arctique, puis qui gèle soudainement en place. Maintenant, imaginez des milliers d'icebergs qui dérivent en même temps, entrent en collision, pivotent, s'inclinent, puis gèlent tous simultanément dans cette position chaotique. Le résultat serait exactement ce qu'on voit dans le terrain chaotique d'Europe. Un paysage de blocs de glace figés en plein mouvement. Les images de Voyager montrent aussi des doubles crêtes, des structures absolument uniques dans le système solaire que personne n'avait jamais vues auparavant. Imaginez 2 murs de glace qui courent parallèlement sur des centaines de kilomètres, séparés par une vallée centrale. Ces crêtes peuvent s'élever à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Certaines s'étendent sur plus de 2000 km, plus longues que la distance entre Paris et Athènes. Comment se forment-elles ? Une théorie suggère que de l'eau liquide remonte à travers des fissures dans la glace, pousse la surface vers le haut, puis gèle au contact du vide spatial et crée ces murs jumeaux. Comme si l'océan essayait constamment de percer la croûte, mais gelait avant d'y parvenir. Le processus pourrait se répéter des dizaines, des centaines de fois au même endroit, chaque éruption ajoutant une nouvelle couche à la crête. Et puis il y a les couleurs. C'est peut-être l'élément le plus frappant quand on regarde Europe pour la première fois. La glace pure devrait être blanche ou bleue, mais Europe est striée de marron, d'ocre, de rouge, de jaune. Ces couleurs concentrées dans les fissures et les jeunes terrains chaotiques créent un contraste saisissant avec le blanc immaculé de la glace ancienne. D'où viennent ces teintes ? Les analyses spectroscopiques révèlent la présence de sel,
du chlorure de sodium, exactement comme le sel de table que vous avez dans votre cuisine, du sulfate de magnésium, comme le sel d'Epsom utilisé dans les bains thérapeutiques, du dioxyde de soufre qui donne ses teintes jaunâtres, des composés qu'on trouve dans l'eau de mer terrestre. Ces sels ne tombent pas du ciel. Ils ne sont pas déposés par le vent solaire ou les impacts de météorites. Ils remontent de la profondeur, mélangés à de la glace, et se déposent sur la surface comme les efflorescences salines qu'on voit dans les déserts terrestres. Ils sont ensuite bombardés par le rayonnement intense de Jupiter, ce qui leur donne ces couleurs étranges. Le rayonnement brise les molécules, crée de nouveaux composés chimiques, change leur structure. Mais leur présence raconte une histoire. Ces sels ne peuvent venir que d'un seul endroit, un océan où l'eau interagit avec des roches au fond, dissolvant des minéraux, créant une saumure riche en éléments chimiques. Chaque détail de la surface d'Europe hurle la même chose. Il y a de l'eau liquide là-dessous, pas juste quelques poches isolées, pas juste de l'eau souterraine piégée dans des fissures, mais un océan global, continu, qui couvre toute la Lune. La glace flotte sur cet océan comme une croûte rigide. Quand l'océan bouge, quand des courants le traversent, quand de l'eau chaude remonte, la glace réagit. Elle se fissure, elle se brise, elle dérive, puis elle gèle à nouveau. Ce cycle sans fin a sculpté la surface que nous voyons aujourd'hui. Mais pour en être certain, pour transformer cette hypothèse séduisante en fait scientifique établi, il faut une preuve directe, il faut mesurer, il faut retourner à Jupiter et regarder Europe non pas avec des caméras, mais avec des instruments capables de sonder l'intérieur de la Lune. Mais cela va prendre du temps, beaucoup de temps. Les missions spatiales ne se décident pas du jour au lendemain. Il faut des années de planification, de financement, de construction. Pendant 15 ans, Europe reste un mystère non résolu. Les scientifiques débattent, théorisent, imaginent. Des conférences entières sont consacrées à Europe. Des papiers scientifiques se comptent par centaines. Certains sont convaincus de l'existence de l'océan. D'autres restent sceptiques, arguant que les structures de surface pourraient s'expliquer autrement. Sans preuve directe, ce n'est qu'une hypothèse séduisante, belle, mais non prouvée. Puis, en 1995, tout change à nouveau. La sonde Galileo entre en orbite autour de Jupiter. Cette fois, ce n'est pas un simple survol. Galileo va rester 8 ans dans le système jovien, effectuant des passages rapprochés d'Europe, encore et encore. 11 fois au total, la sonde frôlera la Lune glacée, descendant parfois à moins de 200 km de la surface. À bord, un instrument va tout changer, le magnétomètre, un appareil qui mesure les champs magnétiques avec une précision extrême. Pourquoi est-ce important ? Parce que Jupiter possède le champ magnétique le plus puissant du système solaire, 1000 fois plus intense que celui de la Terre. Ce champ traverse tout ce qui l'entoure, y compris ses lunes. Si Europe était juste une boule de glace et de roches, sans rien d'intéressant à l'intérieur, ce champ magnétique la traverserait sans être modifié, comme une lumière qui passe à travers une vitre transparente. Mais si Europe contient quelque chose de conducteur électrique, quelque chose comme de l'eau salée, alors ce matériau devrait créer son propre champ magnétique induit. C'est un principe physique fondamental. Quand un matériau conducteur se déplace à travers un champ magnétique, ou quand un champ magnétique variable traverse un matériau conducteur, cela induit des courants électriques dans le matériau. Ces courants créent à leur tour leur propre champ magnétique. C'est le même principe utilisé dans les transformateurs électriques, dans les moteurs, dans toute l'électronique moderne. Sur Europe, le champ magnétique de Jupiter ne cesse de varier, parce que la Lune tourne autour de la planète. Cette variation devrait induire un champ magnétique dans tout océan conducteur. Un petit champ qui perturberait celui de Jupiter d'une manière très spécifique et prévisible. Les données arrivent. Transmission après transmission, Galileo envoie des mesures précises du champ magnétique autour d'Europe. Les scientifiques les analysent avec une attention obsessionnelle. Ils regardent une fois, 2 fois, 3 fois. Ils vérifient les instruments. Ils cherchent des erreurs possibles. Ils ne peuvent pas en croire leurs yeux. Le champ magnétique près d'Europe n'est pas constant. Il varie. Il pulse en synchronisation exacte avec l'orbite d'Europe autour de Jupiter, exactement comme il le ferait si un océan conducteur existait sous la glace. Ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas une erreur de mesure, ce n'est pas un artefact instrumental. C'est la signature claire et nette d'un océan d'eau salée. Les calculs sont refaits encore et encore. Les modèles sont ajustés, testés, validés. La conclusion est inévitable. Sous la croûte de glace d'Europe, à une profondeur probablement comprise entre 15 et 25 km, commence un océan global d'eau salée. L'océan existe vraiment. L'annonce fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Des conférences de presse sont organisées. Les médias du monde entier s'emparent de l'histoire. Pour la première fois, nous avons la preuve qu'un monde au-delà de la Terre possède un océan liquide en ce moment même. Pas un océan ancien asséché depuis des milliards d'années comme sur Mars.
Pas des traces d'eau dans le sol, comme sur certains astéroïdes. Un océan qui existe maintenant, qui bouge, qui pourrait vivre peut-être. Les implications sont vertigineuses. Si Europe a un océan, alors les conditions pour la vie existent peut-être là-bas. L'eau liquide est l'ingrédient essentiel de toute vie terrestre. Partout où nous trouvons de l'eau liquide sur Terre, nous trouvons de la vie. Dans les déserts les plus arides, dans les lacs les plus acides, dans les sources les plus chaudes, dans les profondeurs océaniques les plus froides. La vie s'adapte, survit, prospère. Pourquoi pas sur Europe ? Europe devient instantanément l'un des objectifs prioritaires de l'exploration spatiale. Des missions sont proposées, des budgets sont discutés, des instruments sont conçus. Mais une question demeure, obsédante. Comment est-ce possible ? Comment un océan peut-il rester liquide si loin du Soleil ? D'où vient l'énergie nécessaire pour maintenir toute cette eau à l'état liquide pendant des milliards d'années ? La réponse se trouve dans l'une des forces les plus violentes du système solaire. Et pour le comprendre, nous devons regarder Jupiter. Ce géant gazeux n'est pas juste une planète parmi d'autres, c'est un monstre gravitationnel. Sa masse représente plus de 300 fois celle de la Terre, plus de 2 fois la masse de toutes les autres planètes du système solaire combiné. Si Jupiter était un peu plus massif, il aurait pu devenir une étoile, brûlant par fusion nucléaire comme le Soleil. Il ne lui manque que 60 fois sa masse actuelle pour atteindre ce seuil. Dans un certain sens, Jupiter est une étoile ratée. Mais même sans fusion nucléaire, sa taille et sa masse en font un acteur dominant du système jovien. Quand vous vous approchez de Jupiter, sa gravité vous saisit comme une main géante et ne vous lâche plus. Europe orbite à une distance d'environ 670 000 km du centre de Jupiter. C'est un peu moins que la distance entre la Terre et la Lune. Mais contrairement à la Lune qui tourne autour d'une planète modeste, Europe danse autour d'un titan. La force de gravité qu'Europe ressent de la part de Jupiter est colossale. Environ 20 fois plus forte que la gravité que notre Lune ressent de la part de la Terre. Cette gravité ne tire pas uniformément sur toute la Lune. Elle tire plus fort sur le côté d'Europe qui fait face à Jupiter que sur le côté opposé. La gravité de Jupiter est si intense qu'elle déforme Europe, littéralement, physiquement. La face d'Europe tournée vers Jupiter subit une attraction plus forte que la face opposée. C'est ce qu'on appelle une force de marée. Le même principe qui fait que la Lune soulève les océans terrestres pour créer les marées. Mais sur Europe, l'effet est bien plus dramatique. Imaginez prendre une balle en caoutchouc et la presser entre vos doigts. Elle s'allonge dans une direction et se comprime dans l'autre. Elle prend une forme ovale. C'est exactement ce qui arrive à Europe. Jupiter l'étire comme de la pâte à modeler. La Lune n'est pas parfaitement sphérique. Elle est déformée en un ellipsoïde, allongé vers Jupiter. Mais ce n'est pas le pire. Ce serait supportable si la déformation restait constante. Si Europe suivait une orbite parfaitement circulaire autour de Jupiter, à distance constante, elle serait déformée de la même manière en permanence. Elle prendrait cette forme étirée une fois pour toutes et resterait ainsi, comme un ballon qu'on presse et qui garde sa forme déformée. Les roches et la glace s'ajusteraient à cette nouvelle forme. Les contraintes internes se stabiliseraient. Aucune énergie ne serait dissipée. Aucune chaleur ne serait produite. Europe serait un monde mort et froid, même avec sa forme bizarre. Mais l'orbite d'Europe n'est pas circulaire. Elle est légèrement elliptique, avec une excentricité de 0,01. Cela change absolument tout. Une excentricité de 0,01 peut sembler minuscule, presque négligeable. Mais à cette distance de Jupiter, cela représente une variation de distance de plusieurs milliers de kilomètres entre le point le plus proche et le point le plus éloigné de l'orbite. Quand Europe est au plus près de Jupiter, à ce qu'on appelle le périapside, la gravité la tire encore plus fort. La déformation s'accentue. Europe s'étire davantage. Quand elle s'éloigne et atteint l'apoapside, l'attraction diminue. Europe se détend légèrement, reprend une forme plus sphérique. Puis elle se rapproche à nouveau, et le cycle recommence. Europe est donc constamment étirée et relâchée, comme si vous pressiez un ballon entre vos doigts, puis relâchez la pression, encore et encore et encore. Europe fait le tour de Jupiter en 3 jours et demi, exactement 3,55 jours. Cela signifie qu'elle subit ce cycle de déformation 2 fois tous les 3 jours et demi, pendant 4 milliards d'années, sans arrêt, jamais. Imaginez plier un trombone dans un sens, puis dans l'autre, des millions de fois. Au bout d'un moment, le métal chauffe. Il peut même devenir brûlant au toucher. Si vous continuez, le trombone finit par se casser. Sur Europe, c'est le même processus, mais à l'échelle planétaire. Pourquoi l'orbite d'Europe est-elle elliptique ? À cause de ses voisines. Le système jovien ne se résume pas à Jupiter et Europe isolés dans l'espace. Il y a d'autres lunes, beaucoup d'autres. Jupiter en compte 95 confirmées à ce jour, mais 3 d'entre elles sont particulièrement importantes. Io, Europe et Ganymède.
Ces 3 lunes sont prises dans une danse cosmique appelée résonance orbitale. Pour chaque tour que Ganymède effectue autour de Jupiter, Europe en fait exactement 2. Et pour chaque tour d'Europe, Io en fait exactement 2 également. Donc pour chaque tour de Ganymède, Io en fait 4. 1, 2, 4. Une harmonie mathématique parfaite, comme les notes d'un accord musical. Cette résonance n'est pas un hasard. Elle s'est établie au fil du temps, par des interactions gravitationnelles complexes. Quand les lunes s'alignent, ce qui arrive régulièrement à cause de cette résonance, leur gravité combinée tire Europe dans différentes directions. Ces tiraillements empêchent l'orbite d'Europe de devenir circulaire. Chaque fois qu'Europe essaie de stabiliser son orbite, les autres lunes la perturbent. C'est un équilibre délicat, mais incroyablement stable. Il dure depuis la formation du système jovien. Le résultat de cette torture gravitationnelle, une quantité phénoménale de chaleur. Pensez à un trombone. Pliez-le dans un sens, puis dans l'autre, encore et encore. Au bout d'un moment, le métal chauffe. Il peut même devenir brûlant. C'est la friction interne. L'énergie du mouvement se transforme en chaleur par dissipation visqueuse. Exactement le même processus se produit à l'intérieur d'Europe. Quand Jupiter déforme la Lune, les roches et la glace à l'intérieur frottent les unes contre les autres. Les cristaux de glace se déforment, les liaisons moléculaires se brisent et se reforment. Tout cela dissipe d'énergie sous forme de chaleur. Beaucoup de chaleur. Assez pour faire fondre la glace en profondeur. Les calculs montrent quelque chose de stupéfiant. Les forces de marée entre Europe et Jupiter génèrent suffisamment d'énergie pour maintenir un océan global sous la glace. Les estimations varient, mais on parle de plusieurs térawatts de puissance. Pour mettre cela en perspective, la consommation électrique mondiale de l'humanité entière est d'environ 3 térawatts. Europe produit autant ou plus d'énergie que toute la civilisation humaine, simplement en se déformant sous l'influence de Jupiter. Cette énergie maintient l'océan liquide, alimente peut-être l'activité géologique, crée des courants, chauffe le fond océanique. Pas un petit lac, pas une mer régionale. Une mer souterraine qui recouvre la totalité de la Lune, du pôle Nord au pôle Sud, sans interruption. Les modèles suggèrent que ce réservoir liquide pourrait avoir entre 40 et 150 km de profondeur selon l'épaisseur de la croûte de glace. Pour mettre cela en perspective, l'océan terrestre le plus profond, la fosse des Mariannes, atteint environ 11 km au point le plus profond, le Challenger Deep. Cette masse d'eau d'Europe pourrait être 10 fois, peut-être 15 fois plus profonde. Si vous pouviez plonger dans ces profondeurs et descendre vers le fond, vous traverseriez d'abord la croûte de glace. Selon les modèles les plus récents, cette croûte mesure entre 15 et 25 km d'épaisseur. C'est énorme pour de la glace. Sur Terre, les calottes glaciaires les plus épaisses, celles de l'Antarctique, atteignent à peine 4 km. Mais à l'échelle d'Europe, c'est une coquille d'œuf. Une fois passé cette barrière gelée, vous entreriez dans l'eau liquide. Imaginez l'obscurité totale. Aucune lumière du soleil ne pénètre jusqu'ici. Même si la glace était pure et transparente, le soleil est trop loin, trop faible. Europe reçoit 25 fois moins de lumière que la Terre, et cette lumière déjà faible est bloquée par des kilomètres de glace opaque. Dans l'océan d'Europe, l'obscurité est absolue. Plus noire que la nuit la plus profonde que vous ayez jamais connue. Plus noire que les cavernes les plus profondes de la Terre. Une obscurité qui n'a jamais, au grand jamais, été troublée par un seul photon de lumière visible. La température avoisinerait 0 degré Celsius, peut-être légèrement au-dessus près de la surface, légèrement au-dessous dans les profondeurs. L'eau serait salée, probablement plus salée que les océans terrestres, chargés de minéraux dissous. Le sulfate de magnésium, le chlorure de sodium, peut-être du chlorure de potassium, du sulfate de calcium. Une saumure concentrée. Vous continueriez à descendre. 10 km, 20, 50. Cette étendue liquide s'étendrait dans toutes les directions, sans limite visible. Un monde aquatique plus vaste que n'importe quelle mer terrestre. L'océan Pacifique, le plus grand de la Terre, contient environ 700 millions de kilomètres cubes d'eau. Le réservoir d'Europe en contiendrait 2 à 3 fois plus, entre 1 et 3 milliards de kilomètres cubes d'eau. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Au fond de cette mer souterraine, là où l'eau rencontre le manteau rocheux d'Europe, les forces de marée chauffent aussi les roches. Exactement comme elles chauffent la glace, elles compriment et déforment le noyau rocheux. Cette chaleur pourrait créer des sources hydrothermales, des évents volcaniques sous-marins qui crachent de l'eau chaude enrichie en minéraux. Sur Terre, nous avons découvert ces cheminées hydrothermales dans les années 70. Elles ont révolutionné notre compréhension de la vie. Avant leur découverte, nous pensions que toute vie sur Terre dépendait ultimement du soleil. Les plantes font la photosynthèse, convertissent la lumière solaire en énergie chimique, et tous les animaux mangent les plantes, ou mangent les animaux qui mangent les plantes. Mais les cheminées hydrothermales
abritent des écosystèmes entiers qui n'ont aucun lien avec la surface. Des bactéries qui tirent leur énergie des composés chimiques plutôt que de la lumière du soleil. Elles oxydent le sulfure d'hydrogène, le méthane, le fer ferreux. Ces réactions chimiques libèrent de l'énergie que les bactéries capturent et utilisent pour fabriquer des molécules organiques. C'est la chimiosynthèse. Ces bactéries forment des tapis épais autour des cheminées. Elles forment la base d'une chaîne alimentaire complète. Des vers géants, certains mesurant plus de 2 mètres de long, s'ancrent à proximité des évents et abritent ces bactéries dans leur corps. Les bactéries leur fournissent de la nourriture et les vers leur fournissent un abri. Des crabes aveugles, adaptés à l'obscurité totale, se déplacent sur le fond océanique. Des pieuvres des profondeurs chassent. Des poissons étranges, dont certaines espèces ne sont connues nulle part ailleurs, nagent dans ces oasis de vie. Toute une biosphère qui prospère en l'obscurité absolue, alimentée uniquement par l'énergie chimique des roches et de l'eau chaude. Si de tels évents existent au fond de la mer d'Europe, ils pourraient fournir exactement le même type d'environnement. L'eau chaude, qui jaillit des fissures dans le plancher océanique, portée à peut-être 50, 100, 200 degrés par la chaleur de marée, mélangerait les composés organiques. Tous les ingrédients nécessaires pour que la chimie prébiotique démarre, peut-être même pour que la vie apparaisse et se développe. Les scientifiques estiment que cette masse d'eau contient le double du volume d'eau de tous les océans terrestres combinés. Pensez à cela un instant. Un monde 4 fois plus petit que la Terre possède 2 fois plus d'eau que notre planète bleue. Toute cette eau est emprisonnée sous la glace, protégée du vide spatial, maintenue liquide par l'énergie des marées, un réservoir caché qui pourrait avoir existé pendant toute l'histoire du système solaire, 4,5 milliards d'années. Le même temps dont la vie terrestre a disposé pour évoluer depuis les premières bactéries jusqu'aux êtres humains. Sur Terre, la vie est apparue très rapidement après la formation de la planète. Dès que les conditions sont devenues favorables, dès que l'eau liquide est apparue en abondance, dès que les bombardements d'astéroïdes ont diminué, la vie a émergé. Les plus anciennes traces de vie sur Terre datent d'environ 3,8 milliards d'années, peut-être même plus tôt. Cela signifie que la vie est apparue dans les 700 premiers millions d'années de l'histoire de la Terre. Cette rapidité suggère que si les conditions sont réunies, la vie n'est pas rare. Elle n'est pas un miracle improbable qui nécessite des milliards d'années de chance extraordinaire. Elle est peut-être même inévitable. Donnez-lui de l'eau liquide, de l'énergie, des éléments chimiques, et elle apparaît. C'est ce que les données terrestres semblent indiquer. Europe réunit-elle ces conditions ? Nous l'avons déjà établi. Elle a de l'eau liquide en abondance. Elle a de l'énergie sous forme de chaleur géothermale générée par les marées. Elle a probablement des éléments chimiques essentiels. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. Les fameux SNOPS, les 6 éléments de la vie, tous présents dans les sels et les minéraux détectés sur sa surface. Le seul ingrédient qui pourrait manquer est le temps. Mais non, Europe a eu 4 milliards d'années. Le même temps dont la vie terrestre a disposé pour évoluer des premières cellules jusqu'aux dauphins, aux séquoias, aux humains. Si la vie a commencé dans l'océan d'Europe il y a 3 milliards d'années, ou 2, ou même seulement 1 milliard d'années, elle a eu tout le temps nécessaire pour se développer, se diversifier, s'adapter, peut-être même évoluer vers des formes complexes. Certains scientifiques vont encore plus loin. Ils suggèrent que l'océan d'Europe pourrait être plus propice à la vie que les océans terrestres. Pourquoi ? Parce qu'il est protégé. Sur Terre, la vie a subi des extinctions massives répétées. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km de diamètre a percuté la péninsule du Yucatan. L'impact a libéré l'énergie de plusieurs milliards de bombes nucléaires. Les dinosaures, qui dominaient la planète depuis 160 millions d'années, ont été anéantis. 75% de toutes les espèces ont disparu. Il y a 250 millions d'années, l'extinction du Permien-Trias a tué 95% de toutes les espèces marines et 70% des espèces terrestres. La cause exacte est débattue. Éruption volcanique massive, libération de méthane des fonds océaniques, acidification des océans, changement climatique brutal, peut-être une combinaison de tout cela. Il y a 750 millions d'années, la Terre a peut-être été complètement recouverte de glace pendant des millions d'années. La Terre boule de neige. Les glaciers s'étendaient de pôle en pôle. La vie a survécu, mais elle a été réduite à presque rien, confinée à quelques refuges près des sources hydrothermales et des volcans. Chaque fois, la vie a survécu, mais elle a été décimée, obligée de repartir de presque zéro. Sur Europe, l'océan est à l'abri sous une épaisse couche de glace. Aucun astéroïde ne peut le toucher directement. Même un impact géant qui percerait la croûte de glace ne détruirait qu'une zone locale. L'océan global resterait intact. Aucun changement climatique ne peut l'affecter. Pas de réchauffement planétaire, pas de glaciation.
La température de l'océan est déterminée par l'énergie de marée, qui reste constante sur des milliards d'années. C'est un environnement stable, constant, protégé. Si la vie y est apparue, elle a pu évoluer sans interruption pendant des milliards d'années, dans des conditions relativement stables. Qu'aurait-elle pu devenir ? Nous ne parlons probablement pas de poissons ou de baleines. L'environnement d'Europe est trop extrême, trop alien pour que la vie ait évolué vers des formes que nous reconnaîtrions immédiatement. Mais des microbes ? Des organismes unicellulaires capables de survivre dans l'obscurité, le froid et la pression ? Absolument. C'est le scénario le plus probable. Une biosphère microbienne similaire à celle de la Terre primitive. Sur Terre, nous avons découvert des extrémophiles qui prospèrent dans des conditions que nous pensions incompatibles avec la vie. Des bactéries qui vivent dans des sources bouillantes acides où le pH est inférieur à 1. Des archées qui se nourrissent de méthane dans les profondeurs océaniques où la pression dépasse 1000 atmosphères. Des microbes qui survivent dans la glace de l'Antarctique, gelés pendant des millénaires, et qui reviennent à la vie dès qu'on les réchauffe. Des organismes qui résistent à des doses de radiation qui tueraient un humain des milliers de fois. Si la vie peut exister dans ces conditions sur Terre, pourquoi pas dans l'océan d'Europe ? Mais nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. Pas encore. L'océan est caché sous des kilomètres de glace. Nos télescopes ne peuvent pas le voir. Nos sondes n'ont jamais atterri sur Europe. Nous avons les preuves indirectes qu'un océan existe. Nous avons des modèles théoriques qui montrent comment il pourrait abriter la vie. Mais nous n'avons aucune confirmation directe. Pour cela, il faudrait traverser la glace, forer un puits de 20 km à travers une croûte dure comme du béton, dans des températures de moins 160 degrés, avec un équipement robotique alimenté par batterie ou générateur nucléaire. Un défi technique monumental. Ou trouver un moyen d'accéder à l'océan sans percer la croûte. Existe-t-il un tel moyen ? La réponse pourrait bien changer notre compréhension de la vie dans l'univers, car il se pourrait qu'Europe ne garde pas tous ses secrets cachés. Il se pourrait que l'océan lui-même nous envoie des messages. Des geysers jaillissant dans l'espace, portant avec eux des échantillons de l'océan profond, de la glace, des sels, peut-être même des molécules organiques. Mais existe-t-il vraiment ? Cette question a obsédé les scientifiques pendant des années. En 2012, le télescope spatial Hubble observe quelque chose d'étrange au-dessus d'Europe. Une légère perturbation dans la lumière ultraviolette près du pôle sud. Quand Europe passe devant Jupiter, la lumière de la planète géante traverse l'atmosphère ténue de la Lune. Normalement, cette lumière devrait être absorbée de manière uniforme. Mais Hubble détecte des zones où l'absorption est plus forte, comme si quelque chose bloquait la lumière. Les données sont analysées, vérifiées, reconfirmées. L'équipe scientifique, dirigée par Lawrence Roth du Southwest Research Institute, reste bouche bée. Ce qu'ils voient ressemble à des panaches de vapeur d'eau s'élevant dans l'espace. Des geysers, exactement comme ceux découverts sur Encelade, la lune de Saturne, quelques années plus tôt. Si cela est confirmé, ce serait révolutionnaire. Cela signifierait qu'on peut échantillonner l'océan d'Europe sans même atterrir sur la Lune. Il suffirait de voler à travers ces panaches et d'analyser leur composition avec des spectromètres de masse. L'annonce fait sensation. Europe pourrait cracher son océan dans l'espace, libérant des molécules organiques, des sels, peut-être même des microbes figés dans la glace. Tout cela pourrait être accessible directement, flottant dans l'espace à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Plus besoin de percer des kilomètres de croûte glacée, plus besoin d'atterrisseurs complexes, plus besoin de foreuses. L'océan se livre lui-même, éjecté dans l'espace par sa propre pression interne. Mais il y a un problème, un gros problème. Les observations suivantes ne montrent rien. Hubble regarde Europe encore et encore dans les années qui suivent. Parfois, il détecte quelque chose. Le plus souvent, rien. Les panaches, s'ils existent, sont intermittents, faibles, presque fantomatiques. Contrairement aux geysers d'Encelade qui crachent en permanence des tonnes de matière dans l'espace, créant un panache visible à des dizaines de milliers de kilomètres, les panaches supposés d'Europe sont timides, sporadiques. En 2018, une équipe de scientifiques décide de fouiller les archives de la mission Galileo. 20 ans se sont écoulés depuis la collecte de ces données. Mais peut-être qu'avec nos connaissances actuelles, avec notre compréhension des panaches grâce à Encelade, peut-être que nous pourrions trouver quelque chose que personne n'avait remarqué à l'époque. Ils examinent les données magnétiques collectées lors d'un survol particulièrement proche d'Europe en 1997. La sonde était passée à seulement 200 km de la surface, plus près qu'elle ne l'avait jamais été. Les instruments avaient détecté une anomalie à l'époque, un changement bref mais marqué dans le champ magnétique, mais personne n'avait compris ce que c'était. Maintenant, avec 20 ans de recul et une meilleure compréhension des panaches, l'équipe dirigée par Xianze Jia de l'Université du Michigan réanalyse tout. La découverte est stupéfiante.
L'anomalie magnétique correspond exactement, point par point, à ce qu'on attendrait d'un panache de particules d'eau ionisées. Quand l'eau est éjectée dans le vide spatial, les radiations intenses de Jupiter cassent les molécules, créant des ions chargés électriquement. Ces ions perturbent le champ magnétique de manière caractéristique. C'est exactement ce que Galiléo avait détecté. De plus, l'endroit où Galiléo a détecté cette anomalie correspond à l'une des zones où Hubble a vu des signes de vapeur d'eau. Ce n'est plus une coïncidence. Europe avait craché de l'eau dans l'espace en 1997, et Galiléo avait volé à travers sans le savoir, collectant des données précieuses qui dormaient dans les archives depuis 20 ans. Les preuves s'accumulent, mais restent frustrantes. Oui, il y a probablement des panaches, mais ils sont capricieux. Ils apparaissent puis disparaissent. Ils sont 100 fois plus faibles que ceux d'Encelade. Les observations ultérieures de Hubble en 2014 et 2016 détectent à nouveau des signes possibles de panache, mais toujours intermittents. En 2019, des observations depuis le sol avec l'observatoire Keck à Hawaï détectent directement de la vapeur d'eau au-dessus d'Europe pour la première fois. Mais encore une fois, seulement lors d'une observation sur 17. Pourquoi cette intermittence ? Pourquoi ces panaches sont-ils si difficiles à attraper ? Une théorie suggère que tout est lié aux forces de marée. Quand Europe s'éloigne de Jupiter dans sa part elliptique, la croûte de glace se détend légèrement. Les fissures s'ouvrent de quelques mètres, peut-être quelques dizaines de mètres. L'eau sous pression, piégée dans des poches ou connectée à l'océan, jaillit comme d'une bouteille de champagne qu'on ouvre. Puis, quand Europe se rapproche à nouveau de Jupiter, la croûte se referme sous la pression gravitationnelle accrue. Les fissures se referment, les geysers s'arrêtent. Si cette théorie est correcte, les panaches ne sont visibles que pendant certaines phases précises de l'orbite d'Europe. Peut-être seulement quelques heures, tous les 3 jours et demi. Le reste du temps, l'océan reste scellé. Une autre possibilité est que les panaches ne proviennent pas directement de l'océan profond, mais de poches d'eau piégées dans la croûte de glace, comme des lacs souterrains à quelques kilomètres de profondeur, isolés de l'océan principal. Ces lacs gèleraient et fondraient selon les variations de température et de pression causées par les marées. Quand ils gèlent, la pression augmente, l'eau cherche un exutoire, trouve une fissure et jaillit. Dans ce cas, les panaches ne nous diraient rien sur l'océan principal, seulement sur l'eau emprisonnée dans la glace, qui pourrait avoir une composition différente. La vérité, nous ne savons pas encore. Les observations depuis la Terre et depuis l'orbite sont trop limitées, trop indirectes. Il faudrait une sonde sur place, équipée pour détecter et analyser ces panaches en temps réel, avec des instruments capables de mesurer leur composition chimique, de chercher des molécules organiques, peut-être même des biosignatures. Des molécules qui ne peuvent être produites que par des processus biologiques. Heureusement, cette sonde existe. Elle a été construite, testée, lancée. Elle est déjà en route. Son nom, Europa Clipper. Le 14 octobre 2024, une fusée Falcon Heavy décolle du complexe de lancement 39A à Cap Canaveral en Floride. À son sommet, le vaisseau spatial le plus grand et le plus complexe jamais construit pour une mission planétaire. Europa Clipper mesure plus de 30 mètres d'envergure avec ses panneaux solaires déployés, plus grand qu'un terrain de basket. Il pèse 6 tonnes et demie à vide, 13 tonnes avec le carburant. Ces panneaux solaires sont les plus grands jamais construits pour une mission au-delà de l'astéroïde Mars. Sa destination ? Jupiter. Sa mission ? Déterminer si Europe peut abriter la vie. Notez bien, Clipper n'est pas conçu pour chercher la vie directement. Il ne possède pas de microscope pour voir des bactéries. Il n'a pas de laboratoire biologique pour cultiver des micro-organismes. Il ne peut pas séquencer l'ADN. Ce n'est pas une mission de détection de vie. Mais ce qu'il peut faire est presque aussi important. Il va caractériser Europe avec une précision inégalée. Il va cartographier la Lune. Il va mesurer l'épaisseur de la croûte de glace. Il va confirmer la profondeur de l'océan. Il va analyser la composition chimique de la surface et de l'atmosphère. Il va chercher les zones actives où l'eau remonte. Il va, peut-être, avec beaucoup de chance, voler à travers des panaches et échantillonner l'océan directement. Le voyage dure 5 ans et demi. Clipper ne peut pas aller directement vers Jupiter. Il n'y a pas de fusée assez puissante pour lancer un vaisseau de cette taille sur une trajectoire directe. Au lieu de cela, Clipper utilise des assistes gravitationnels. Le 1er mars 2025, il frôle Mars, utilisant la gravité de la planète rouge pour accélérer et modifier sa trajectoire. Puis le 3 décembre 2026, il revient près de la Terre pour un deuxième boost gravitationnel. Ces manœuvres lui donnent assez de vitesse pour atteindre Jupiter. En avril 2030, 6 ans après son lancement, Europa Clipper entre dans le système jovien. Il allume ses moteurs pour freiner et se place en orbite autour de Jupiter. La mission scientifique commence. Plutôt que d'orbiter Europe directement, ce qui l'exposerait à des radiations mortelles en permanence,
Clipper orbite autour de Jupiter sur une trajectoire elliptique qui l'amène à frôler Europe régulièrement. 49 passages au total sur 4 ans, certains à seulement 25 km d'altitude. Chaque survol dure quelques heures. Clipper s'approche d'Europe à plusieurs kilomètres par seconde, survole la surface, collecte des données frénétiquement, puis s'éloigne rapidement pour minimiser l'exposition aux radiations. Pendant ces quelques heures cruciales, les 9 instruments scientifiques fonctionnent simultanément, collectant des téraoctets de données. Les caméras haute résolution, le système d'imagerie Europa ou EIS photographient la surface avec une précision d'1 mètre par pixel dans les zones les plus proches. Elles révéleront les plus petits détails des fissures, des crêtes, des terrains chaotiques. Elles créeront des cartes en 3 dimensions grâce à la stéréoscopie. Elles permettront aux géologues de comprendre comment la surface se forme, comment elle évolue, ou chercher des signes d'activité récente. Le radar à pénétration de glace, appelé RISON, envoie des ondes radio à travers la croûte glacée. Ces ondes se réfléchissent sur les interfaces entre différentes couches de glace, révélant la structure interne. Le radar peut détecter des poches d'eau cachées, mesurer l'épaisseur de la glace, peut-être même voir jusqu'à l'océan si la glace est assez fine et pure. Le magnétomètre, monté sur une perche de 8,5 mètres pour l'éloigner des interférences magnétiques du vaisseau, mesure le champ magnétique induit par l'océan. En combinant les mesures de 49 survols différents, les scientifiques pourront déterminer la profondeur exacte de l'océan, estimer sa salinité, peut-être même détecter des courants océaniques si ceux-ci créent des variations dans le champ magnétique. Les spectromètres infrarouges analysent la lumière réfléchie par la surface. Chaque molécule absorbe la lumière infrarouge à des longueurs d'onde spécifiques. En analysant le spectre, l'instrument MISE peut identifier les types de glace, les sels présents, les composés organiques éventuels. Il créera des cartes de composition chimique de la surface. Un spectromètre ultraviolet cherche des panaches en observant comment la lumière de Jupiter, ou celle des étoiles en arrière-plan, est absorbée quand Europe passe devant. Si un panache est actif, il apparaîtra comme une ombre dans l'ultraviolet. L'instrument peut aussi analyser l'atmosphère ténue d'Europe, mesurer sa composition. Les instruments de particules, PIMS pour les ions chargés et SUDA pour les grains de poussière, reniflent tout ce qui flotte autour d'Europe. Chaque molécule de gaz, chaque grain microscopique arraché à la surface par les impacts de micrométéorites ou éjecté par les panaches. Le spectromètre de masse MASSPEX analyse ces particules, détermine leur composition chimique exacte, cherche des molécules organiques complexes. Un imageur thermique, ITEMIS, cherche des points chauds à la surface, des endroits où la glace est plus chaude que son environnement, peut-être parce que de l'eau remonte de l'océan en dessous, ou parce qu'une fissure laisse échapper de la chaleur. Ces zones seraient des cibles idéales pour une future mission d'atterrissage. Si nous voulons envoyer un robot forer la glace, autant le faire là où la glace est la plus fine et la plus chaude. Chaque instrument est protégé par un coffre-fort blindé. Le cœur électronique du vaisseau, contenant l'ordinateur principal, la mémoire, les systèmes de contrôle, est enfermé dans une cuve en aluminium et titane épaisse d'1 centimètre. Cela peut sembler peu, mais à cette échelle, c'est un blindage massif qui ajoute des centaines de kilos au vaisseau. Jupiter agit comme un accélérateur de particules géants. Son champ magnétique piège des particules chargées, les accélère à des vitesses proches de celles de la lumière et les projette dans toutes les directions. Europe baigne dans ce bombardement constant. Sans ce blindage, l'électronique de Clipper grillerait en quelques heures. Les transistors cesseraient de fonctionner. Les mémoires se corrompraient. Le vaisseau mourrait. Même avec cette protection, chaque survol expose Clipper à l'équivalent de plusieurs millions de radiographies thoraciques. C'est comme si un humain recevait la dose létale de radiation, multipliée par des milliers en quelques heures. Les composants électroniques sont spécialement conçus pour résister, mais il s'accumule des dommages à chaque passage. Après des années d'observation intensive, après avoir reçu l'équivalent de plusieurs milliards de radiographies, les circuits auront trop souffert. Des bits se retourneront de manière aléatoire. Des calculs donneront des résultats erronés. Il sera temps de mettre fin à la mission. Plutôt que de laisser Clipper dériver dans l'espace autour de Jupiter, devenant un débris spatial qui pourrait un jour s'écraser accidentellement sur Europe et le contaminer avec des microbes terrestres qui auraient survécu au voyage, la mission se terminera volontairement. Clipper sera détruit en s'écrasant sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, ou directement dans Jupiter. Cette destruction sera elle-même scientifiquement utile. Les dernières données que Clipper enverra pendant sa chute fourniront des informations supplémentaires sur l'atmosphère de Jupiter ou sur Ganymède. Les données que Clipper collectera transformeront notre compréhension d'Europe. Nous serons enfin, sans aucun doute,
Si l'océan est réellement habitable, nous connaîtrons sa chimie exacte, sa profondeur, sa température. Nous saurons si des composés organiques sont présents. Nous verrons si des panaches existent vraiment et d'où ils viennent exactement. Nous identifierons les meilleurs sites pour une mission future qui pourrait atterrir et forer la glace, déployer un sous-marin robotique, peut-être même détecter directement la vie. Mais cela prendra du temps, beaucoup de temps. Clipper n'arrivera à Jupiter que dans quelques années. Les premières données scientifiques arriveront en 2031. La mission primaire durera jusqu'en 2034. L'analyse complète des données prendra encore des années, peut-être une décennie. Nous sommes au début d'une aventure qui s'étalera sur des décennies, peut-être sur tout le reste de ce siècle. Europe n'est plus une simple lune lointaine, un point lumineux dans le ciel jovien. C'est devenu l'un des mondes les plus importants et les plus fascinants du système solaire. Un océan global caché sous une croûte de glace, plus d'eau que sur Terre, chauffé par les forces de Jupiter, riche en éléments chimiques, potentiellement habitable, peut-être habité en ce moment même. Dans quelques années, nous le saurons. Europa Clipper nous dira si nous sommes seuls, ou si, dans l'obscurité glacée d'un océan extraterrestre, à des centaines de millions de kilomètres de notre monde, quelque chose vit, quelque chose qui respire, se nourrit, se reproduit, évolue. Une seconde origine de la vie, complètement indépendante de la nôtre. Une preuve que l'univers est rempli de mondes vivants, que la vie n'est pas un accident unique, mais un phénomène universel qui émerge partout où les conditions sont réunies. Cette découverte changerait tout. Notre place dans l'univers, notre compréhension de nous-mêmes, la réponse à la question la plus ancienne et la plus profonde que l'humanité se pose depuis qu'elle a levé les yeux vers les étoiles. Sommes-nous seuls? Et tout commence par cette petite lune, striée de cicatrices rouges, qui danse autour de Jupiter, dans l'obscurité du système solaire externe. Europe, le monde qui pourrait changer notre vision de tout. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la Science Assoupie pour découvrir d'autres mystères de l'univers qui n'attendent que d'être révélés.